Vous allez passer l'examen du code de la route. Vous allez être testé sur une série de 40 questions. Pour valider votre code de la route, il faut faire un résultat minimum de 35 sur 40. Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses, mais il y a toujours au moins une réponse fausse. Pour répondre aux questions, n'oubliez pas que dans la majorité des cas, vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme, d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du ou des véhicules que vous voulez dépasser. Sauf indication contraire, vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie B, mais en dehors de la période probatoire. Sauf indication contraire, vous circulez proche de la vitesse maximale autorisée. Après la lecture des propositions, vous avez 20 secondes pour répondre. Donc, prenez votre temps. Vous êtes prêts? Nous commençons. Question 1. Un véhicule mal entretenu pollue plus? Réponse A. Risque de tomber en panne? Réponse B. Ne risque pas de tomber en panne? Réponse C. Consomme plus? Réponse D. Question 2. Le feu de croisement droit éclaire plus loin que le feu de croisement gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les feux de croisement doivent éclairer au minimum A. 30 mètres, réponse C. 50 mètres, réponse D. Question 3. Il existe un danger potentiel dans la zone A, réponse A. Zone B, réponse B. Je réduis mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 4. Le conducteur de ce véhicule qui recule me voit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne et passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 5. Le rôle de l'ESP, contrôle de trajectoire, est de corriger la trajectoire du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Favorise la conduite sportive. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 6. Lors de mon installation, je règle le volant de façon à ne pas masquer les compteurs. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Question 7. Cette conductrice se comporte correctement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 8. Pour avoir une conduite économique, je passe mes vitesses toujours au même régime moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 9. Ce piéton crée une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 10. Les bagages lourds se placent sur la plage arrière, réponse A, sur les sièges, réponse B, dans le coffre, réponse C. Question 11. Parmi tous les conducteurs, 1 sur 20 voit très mal et l'ignore. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 12. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 13. De nombreux cyclistes sont accidentés par l'ouverture sans regarder d'une portière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 14. Après un refus au contrôle technique, je dois faire les réparations dans un délai de 2 mois, réponse A, 4 mois, réponse B, 6 mois, réponse C. Question 15. Je circule à 80 km/h. Ma distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question 16. Pour conduire un véhicule de près, le réglage du siège et des rétroviseurs est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 17. S'arrêter à la ligne de stop est utile si la visibilité est insuffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Suffisante. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 18. Les piétons représentent environ 5% des tués, réponse A, 15% des tués, réponse B, 30% des tués, réponse C. Question 19. Le véhicule derrière me fait des appels de phare. Je me rabats immédiatement à droite, réponse A. Je reste dans cette voie en gardant la même allure, réponse B. Je reste dans cette voie en accélérant, réponse C. Question 20. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les trajets, réponse A. Facultatif pour les courts trajets, réponse B. Obligatoire à l'avant avec airbag, réponse C. Obligatoire à l'avant sans airbag, réponse D. Question 21. Ce voyant s'allume. Il signale une perte d'adhérence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 22. J'ai une bonne distance de sécurité? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 23. Pour quitter le stationnement, j'allume immédiatement le clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois contrôler l'angle mort avant de m'engager. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question 24. Les parcs relais sont généralement situés en centre-ville. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 25. En panne dans un tunnel, le conducteur doit allumer les feux de détresse, réponse A. Rejoindre une issue de secours, réponse B. Rejoindre une niche de sécurité, réponse C. Appeler un dépanneur depuis son téléphone, réponse D. Question 26. Je peux suivre cette moto qui dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 27. Je dois laisser passer ces piétons qui ne sont pas encore engagés sur le passage protégé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 28. Sur les lieux d'un accident, je dois alerter les secours et donner mon adresse, réponse A, mon numéro de téléphone, réponse B, le nombre de victimes, réponse C. Question 29. En cas de fort ralentissement, le risque de voir circuler des motos en interfile existe. Uniquement dans certains départements, réponse A. Dans tous les départements, réponse B. Question 30. Ce conducteur a raison de s'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 31. Après une fête, un jeune conducteur doit renoncer à raccompagner ses amis s'il a consommé de l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il a fumé du cannabis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 32. Des amortisseurs usés influent sur la stabilité du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
allonge les distances de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 33. Le régulateur adaptatif garde automatiquement une distance de suivi avec le véhicule précédent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 34. Dans les grandes agglomérations, les transports en commun permettent de se déplacer plus rapidement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 35. Je tiens compte des indices dans la zone A, réponse A, zone B, réponse B. Je maintiens mon allure, oui, réponse C, non, réponse D. Question 36. Ce vélo est correctement installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 37. Ma vitesse sera limitée à 30 km/h si je tourne dans la rue à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette limitation s'applique aux automobilistes, réponse C. Aux cyclomotoristes, réponse D. Question 38. Dans cette situation, je chevauche la ligne centrale, réponse A. Je roule au centre de ma voie, réponse B. Je serre à droite, réponse C. Question 39. J'ai une bonne distance de sécurité si je roule à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 80 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 40. Les conducteurs confirmés sont limités à 90 km/h. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Les conducteurs novices sont limités à 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors si on entretient mal son véhicule, donc forcément on va polluer plus. Donc faites attention toujours entre plus et moins. Donc là on pollue bien plus. Donc forcément si on entretient mal son véhicule, on risque de tomber en panne. Par exemple, comme sur la photo, si on n'a pas assez d'huile, on risque de casser le moteur. Donc forcément on risque de tomber en panne, du coup la C n'est pas bonne, et comme on pollue plus, on consomme plus aussi. Donc c'est pour ça c'est important de bien entretenir son véhicule. Donc bonne réponse A, B et D. Alors ce qu'il faut savoir, donc les feux de croisement de chaque côté n'éclairent pas de la même manière. Donc oui, le feu de croisement côté droit va éclairer beaucoup plus loin que le feu de croisement à gauche. Donc, je vous rappelle, on utilise, quand il n'y a pas d'éclairage, les feux de croisement pour croiser un véhicule. Donc justement, le feu de croisement va pas éclairer à gauche, va pas éclairer très loin pour pas trop éblouir celui qui arrive en face. Par contre, celui à droite va éclairer un petit peu plus loin pour bien voir le bord droit de la route. On le voit sur la photo, vous voyez, ici ça éclaire pas forcément très loin, et là à droite, on voit que ça éclaire beaucoup plus loin. On voit beaucoup plus au loin le côté de la route qu'ici sur notre gauche. Donc ça c'est vrai. Alors les feux de croisement doivent éclairer au minimum, donc c'est au minimum à 30 mètres. Donc forcément c'est mieux si ça éclaire plus loin, mais au minimum à 30 mètres. Donc bonne réponse A et C. Alors dans la zone A, est-ce qu'il y a un danger potentiel? Donc qu'est-ce qui se passe? On a donc un camion livreur qui est arrêté sur le trottoir. Donc le trottoir est réservé aux piétons. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc un piéton qui marche sur le trottoir et qui n'a peut-être pas forcément la place de passer entre le camion et la barrière ou le mur. Qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de contourner ce camion pour continuer son chemin ou même de changer de trottoir. Donc forcément, on a un danger potentiel justement qu'un piéton surgisse et surtout on ne le voit pas à cause du camion. Donc oui, il y a un danger potentiel dans la zone A. Dans la zone B, donc on a le livreur qui va sûrement descendre de son camion. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire? Forcément, il pourrait descendre et se mettre tout d'un coup à traverser sans forcément regarder pour aller livrer éventuellement un magasin sur la gauche. Donc voilà, toujours un piéton, c'est toujours quelqu'un qui est susceptible de changer de direction à tout moment et il peut aussi traverser sans regarder. Donc on a bien des dangers dans les deux zones. Donc bonne réponse A et B. Donc comme il y a des dangers forcément potentiels, on va réduire son allure, forcément. Donc bonne réponse A, B et C. Alors ce véhicule est en train de reculer, puisque c'est noté dans la question qui recule, donc c'est qu'il est en train de reculer. Alors est-ce qu'il me voit? Alors pour savoir ça, il faut essayer de voir la tête du conducteur. Du coup, si on voit la tête du conducteur, inversement, le conducteur peut nous voir. Là, le problème, on voit pas sa tête, et dû aussi à cette petite barrière, il peut pas forcément nous voir. Donc ce conducteur me voit, non. Donc c'est pour ça aussi qu'il continue à reculer, puisqu'il ne m'a pas vu. Alors est-ce que je klaxonne et passe? Alors c'est vrai que lorsqu'un véhicule manœuvre, il n'est pas prioritaire. Priorité à celui qui circule entre guillemets normalement. Sauf que est-ce qu'il est préférable de klaxonner et de passer, ou plutôt de s'arrêter, de laisser finir la manœuvre au véhicule? Donc je vous rappelle qu'en ville, le klaxon est interdit, sauf en cas de danger immédiat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter le danger autrement qu'avec le klaxon.
Donc là, dans ce cas-là, en plus, on est apparemment sur un parking, donc notre allure ne doit pas être très élevée. Donc on doit très facilement pouvoir s'arrêter et du coup laisser terminer la manœuvre de ce véhicule. Donc il ne faut pas klaxonner. Donc il ne me voit pas et je ne klaxonne pas et donc je ne passe pas. Donc B et D. Alors l'ESP, donc c'est le contrôle de trajectoire. Donc qu'est-ce que c'est? Donc ça permet au véhicule, si jamais on a une perte d'adhérence, donc notamment dans un virage, si le véhicule se met à déraper un petit peu, donc oui, ça permet de corriger la trajectoire, ça remet le véhicule, entre guillemets, dans le bon chemin. Alors forcément, ce système a ses propres limites. Forcément, c'est pas parce que j'ai l'ESP que je vais pouvoir avoir une conduite sportive. Je vais pas pouvoir prendre forcément le virage à 200 km/h. Forcément, ça c'est limite. Donc il ne faut pas user de ce contrôle de trajectoire. Il faut toujours rouler normalement en sécurité. Vraiment, l'ESP s'enclenche que vraiment en cas exceptionnel. Donc oui, ça corrige la trajectoire lors d'un dérapage, mais forcément, ça ne favorise pas la conduite sportive. Donc bonne réponse, A et D. Alors forcément, c'est une question de logique, quand on règle la hauteur du volant. Forcément, il ne faut pas mettre trop haut pour pas masquer la visibilité des compteurs. Forcément, c'est une question de logique, bien sûr. Donc oui, bonne réponse, A. Alors que fait cette conductrice? Elle est en train d'écrire un message avec son téléphone portable en conduisant. Donc forcément c'est très dangereux parce que ses yeux sont rivés sur le portable et elle ne regarde pas ce qui se passe devant elle. Forcément s'il y a un danger, elle ne pourra pas voir le danger, donc ne pas l'éviter. Et chose aussi, elle n'a pas les deux mains sur le volant. Donc forcément, elle ne se comporte pas correctement. Donc bonne réponse, B. Alors pour avoir une conduite économique, forcément, donc il ne faut pas être ce qu'on appelle en sous-régime, c'est-à-dire que le véhicule, enfin le moteur tourne trop lentement. Donc là, il va avoir du mal à entraîner la voiture, donc il va consommer beaucoup de carburant. Et inversement, il ne faut pas être en sur-régime, c'est-à-dire que le moteur tourne trop vite. Même chose, on va consommer trop de carburant. Donc il faut toujours être au bon régime moteur. Donc oui, pour avoir une conduite économique, on va passer les vitesses toujours au même régime, c'est-à-dire au bon régime qu'il faut. Alors je vous rappelle, pour un moteur diesel, c'est environ 2000 tours par minute, et un moteur essence, c'est environ 2500 tours par minute qu'on va changer une vitesse. Donc forcément, c'est toujours au même régime moteur. Donc bonne réponse A. Alors un piéton, donc est-ce que ça crée une zone d'incertitude? Oui, on l'a vu à l'instant, donc un piéton on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Donc cette dame peut continuer son chemin de ce côté-là et à tout moment elle peut se décider à traverser juste devant. Donc oui, on ne sait jamais à 100% ce que va faire un piéton. Donc c'est ce qu'on appelle une zone d'incertitude, on n'est pas certain. Donc oui, et du coup, bien sûr, je ralentis au cas où qu'elle traverse tout d'un coup. Donc bonne réponse, A et C. Alors les bagages lourds, donc il faut de préférence les placer dans un endroit où c'est sécurisant dans la voiture. C'est-à-dire donc il ne faut pas qu'en cas de freinage, ça devienne des projectiles dangereux. Donc si je la mets sur la plage arrière, c'est ce qui est au-dessus du coffre, donc forcément en cas de freinage brutal, ces objets vont être projetés vers l'avant. Donc forcément ça peut devenir des projectiles très dangereux. Même chose si on les met sur les sièges, ça va basculer vers l'avant. Il n'y a rien qui va les retenir. Éventuellement, si on veut mettre ça réellement dans la voiture, on les met entre les sièges, voilà, pour que ça soit bien calé. Mais on met ça forcément de préférence
dans le coffre. Et même pour le maintien, l'équilibre de la voiture, c'est mieux. Donc bien sûr, de préférence dans le coffre, hein, mais jamais sur la plage arrière. Hein, ça c'est beaucoup trop dangereux. Et éviter aussi sur les sièges, plutôt entre les sièges. Donc bonne réponse, C. Donc oui, un conducteur environ, un conducteur sur 20 voit très mal et ne le sait pas. Hein. Pourquoi? Parce que donc quand on passe le permis, donc on fait un test de vue, mais malheureusement donc avec l'âge, la vue généralement baisse. Hein. Donc forcément qu'on est un peu plus âgé, on pense toujours bien voir, mais si on fait pas régulièrement contrôler sa vue, on peut ne pas, on s'habitue hein, forcément à notre vision, et quelqu'un qui voit mal, entre guillemets, s'habitue à y voir mal, donc il fait avec, mais il le sait peut-être pas forcément. Hein. Donc oui, environ un conducteur sur 20, donc bonne réponse A. Alors pour effectuer un dépassement, donc il y a toujours 3 choses à vérifier. Donc la toute première chose, c'est est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai l'autorisation d'effectuer un dépassement. Donc qu'est-ce qui peut me dire oui ou non? Donc on a la signalisation, donc ce qu'on appelle déjà dans un premier temps la signalisation horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol. Donc là le marquage au sol, c'est des pointillés, m'autorise à dépasser. Donc la signalisation horizontale, pas de souci. On a aussi ce qu'on appelle la signalisation verticale, c'est-à-dire vers le haut, c'est les panneaux. Ici on a un panneau. Alors que veut dire ce panneau? C'est un panneau qui signale, comme là on est hors agglomération, à 150 mètres, on aura une intersection. Et à cette intersection, ce sera la règle de la priorité à droite qui s'applique. Donc en fait, on va avoir une intersection bientôt où on n'est pas prioritaire. Et ça, forcément, c'est interdit de dépasser à une intersection où l'on n'est pas prioritaire. Alors vous allez me dire, peut-être qu'en 150 mètres, on a le temps de dépasser. Ça fait très juste hein, pour dépasser même un tracteur qui roule lentement. Donc comme l'intersection est bientôt, je ne dépasse pas. C'est vraiment très dangereux, surtout si je dépasse, forcément le tracteur me cachera la visibilité s'il y a un véhicule qui arrive à droite. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser. Donc là, il faut être patient, on attend de passer l'intersection et après, si vraiment la visibilité est toujours bonne, je pourrais éventuellement dépasser. Hein. Mais pour l'instant, non, car je ne serai pas prioritaire. Donc bonne réponse, B. Donc oui, malheureusement, on a beaucoup de cyclistes hein, qui sont accidentés dans cette situation. Hein. Donc quelqu'un qui est en stationnement ouvre sa portière sans regarder son rétro ni son angle mort, hein, ce qui est fatal malheureusement à plusieurs cyclistes. Donc oui, hein, bonne réponse A. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau du contrôle technique, donc le premier contrôle technique d'un véhicule, donc c'est au bout de 4 ans. Hein. Ensuite, on effectue ce contrôle technique tous les 2 ans. Donc hein, forcément au bout de 6 ans, 8 ans, etc. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est si jamais on vend un véhicule hein, d'occasion, donc si le véhicule est âgé de plus de 4 ans, le contrôle technique doit dater de moins de 6 mois. Mais là, c'était pas la question. Donc la question, c'est si jamais je passe mon véhicule au contrôle technique et qu'il est refusé. Forcément, il va falloir que je le représente. Et j'ai un délai en fait de 2 mois pour effectuer les réparations. Donc on a 2 mois avant de le représenter. Donc bonne réponse A. Alors je circule à 80 km/h, donc c'est pas la vitesse maximale qui est autorisée. Donc sur voie rapide ou sur autoroute, là on sait pas trop hein, sur quel type de route, mais voilà, c'est une route à chaussée séparée par un terre-plein central. Donc la vitesse minimum en fait ça va être 110 km/h. Après si c'est une autoroute, là ce sera 130. Mais là donc 110, à part si on a des panneaux qui précisent, par exemple ça peut être limité à 90, mais là il n'y a aucun panneau qui nous précise la limitation. Donc
Dans ces chaussées, donc séparées par interplat central, comment savoir si on a une bonne distance de sécurité? C'est par rapport donc à la bande d'arrêt d'urgence. Donc ici on en a bien une. Et comment savoir si on a une bonne distance de sécurité? Il faut laisser deux grands traits. Donc entre moi et le véhicule que je suis. Donc là on n'a même pas un trait. Donc même si je roule pas à la vitesse maximale autorisée, parce que plus on roule vite, plus il faut laisser de distance de sécurité. Inversement, moins je roule vite, moins cette distance doit être grande. Mais même à 80 km/h, la distance là n'est pas suffisante. Donc non. Et comme la distance n'est pas suffisante, bien sûr, je vais ralentir pour augmenter cette distance de sécurité. Alors attention, ralentir, ce n'est pas freiner. Forcément, si ça aurait été je freine, là ça aurait été non, puisque j'ai un véhicule derrière moi. Mais là, je peux lever le pied, c'est-à-dire juste arrêter d'accélérer pour tranquillement augmenter cette distance de sécurité sans surprendre ni gêner le véhicule qui est derrière moi. Donc bonne réponse, B et C. Alors pour s'installer dans un véhicule de prêt ou n'importe quel véhicule, c'est-à-dire en fait c'est que la position de conduite n'est pas la nôtre, bien sûr il faut effectuer tous les réglages. Alors il y a quoi à régler? Donc il y a le siège, donc profondeur, hauteur, le dossier et l'appui-tête. Donc les rétroviseurs bien sûr, les trois, donc les extérieurs et l'intérieur. Pas oublier aussi de régler le volant. Le volant, généralement, on peut régler en hauteur, et sur certains véhicules, on peut régler en profondeur, c'est-à-dire le pousser ou le ramener vers soi. Donc là, on disait le réglage du siège et des rétroviseurs, donc non, il faut aussi ajuster le volant, surtout aussi pour avoir une bonne visibilité au niveau des compteurs. Donc, est-ce que c'est suffisant? Donc non, il nous manquait le volant. Bonne réponse, B. Alors à un stop, donc il faut toujours s'arrêter au niveau de la ligne. Donc c'est-à-dire il faut que le devant du véhicule arrive sur la ligne. Donc ne dépasse pas la ligne, mais bien avancer jusqu'à la ligne. Par exemple, ce véhicule, s'il arrêtait ici, il arrêtait un petit peu trop tôt. Ce véhicule, par exemple, par rapport à sa ligne de stop, est arrêté trop loin si jamais il était arrêté. Donc, et c'est utile dans les deux cas, qu'on ait une bonne visibilité ou une mauvaise visibilité. Donc surtout forcément si on a une mauvaise visibilité, il faut bien s'avancer. Mais même si la visibilité est bonne, on s'arrête bien à la ligne du stop. C'est la règle. Donc c'est utile dans les deux cas. Donc bonne réponse A et C. Donc ça c'est des pourcentages, donc les pourcentages, si on sait par cœur, tant mieux, si on sait pas, bah forcément c'est un petit peu difficile. Après il y a la logique aussi qui peut un petit peu intervenir. Donc 30% d'étués, ça ferait un tiers d'étués, ça ferait beaucoup, c'est un petit peu de trop. Donc les piétons représentent 15% d'étués. Donc bonne réponse B. Alors ici nous circulons donc sur une autoroute, comment on peut le savoir? Donc déjà on sait qu'on est en sens unique, comment on le sait? Grâce à cette ligne blanche continue sur notre gauche, ça signifie qu'on est en sens unique. Et deuxième indice aussi, on avait notre vitesse qui est affichée. 129 km/h, forcément c'est très proche des 130 km/h. Et 130 km/h, on a uniquement le droit sur les autoroutes. Donc on peut dire qu'on est à la vitesse maximale autorisée. Donc le véhicule derrière nous fait des appels de phare. Pourquoi? On ne sait pas trop. Donc est-ce que je me rabats immédiatement à droite? Donc si je me rabats immédiatement à droite, la distance de sécurité va pas forcément être suffisante par rapport à ces véhicules. Et on peut supposer que si on est en train de dépasser, c'est qu'on roule plus vite que les véhicules qui sont sur notre droite. Donc là, ce serait un petit peu dangereux de se rabattre tout de suite. Donc la seule solution, donc c'est mieux de rester dans cette voie. Alors en faisant quoi? Est-ce que je reste dans cette voie en accélérant? Si j'accélère, qu'est-ce qui va se passer? Je vais augmenter forcément mon allure et malheureusement, je vais être en excès
de vitesse, forcément ce qui est dangereux, donc ce qu'il ne faut pas faire. Donc la meilleure solution, c'est de rester dans cette voie en gardant la même allure, puisque je suis à la vitesse maximale autorisée. Je ne peux pas rouler plus vite. Pourquoi il nous fait des appels de phare, on ne sait pas. Peut-être que pour lui, on roule pas assez rapidement, mais voilà, on est à la vitesse maximale autorisée. De toute façon, s'il a envie de nous dépasser, il a une troisième voie. Donc voilà, il faut pas rester sous l'influence des autres. Si on est dans son droit, on y reste, ce qui est le cas. Donc on est à la vitesse maximale autorisée, on ne gêne pas, donc on peut continuer tranquillement notre dépassement. Donc bonne réponse B. Donc la ceinture de sécurité est forcément obligatoire, quel que soit le trajet. Même si c'est un trajet qui va durer 5 secondes, en 5 secondes, il peut se passer des choses. Donc même pour les courts trajets, donc ça va être obligatoire. Donc c'est obligatoire bien sûr pour tous les trajets. Donc oui, réponse A. Et c'est obligatoire donc à l'avant si on a un véhicule qui est muni d'airbags. C'est pas parce qu'on a des airbags qu'on ne va pas mettre la ceinture. Les deux donc forcément fonctionnent ensemble. Donc oui, c'est obligatoire si on a un véhicule qui est muni d'airbags. Et c'est obligatoire bien sûr si le véhicule n'a pas non plus d'airbag. Ça ne change rien. Donc bonne réponse A, C et D. Alors ce voyant, donc ça, s'il s'allume, ça veut dire que l'ESP s'enclenche. Qu'est-ce que c'est l'ESP? C'est le contrôle de trajectoire. Et donc il tient compte aussi, il utilise aussi ce qu'on appelle l'anti-patinage. Donc oui, si ce voyant s'allume, c'est qu'on a une perte d'adhérence. Alors justement, comme on n'a pas une bonne adhérence, bien sûr, on va ralentir. Donc bonne réponse A et C. Donc ici, nous nous trouvons dans un tunnel. Donc dans un tunnel, pour savoir si on a une bonne distance de sécurité, forcément si le tunnel en est équipé, c'est les diodes bleues. Donc comment savoir si on a une bonne distance de sécurité? Donc entre moi et le véhicule, il faut laisser 2 diodes bleues. Alors est-ce qu'ici on a 2 diodes bleues entre moi et ce véhicule? Donc non. Donc ici on a une diode bleue sur la droite et on n'aperçoit pas l'autre diode. Et on peut aussi le voir par rapport à gauche. On a une diode ici et la deuxième, on voit bien qu'elle est beaucoup plus loin que cette voiture jaune. Donc comme on n'a qu'une diode entre nous deux, la distance de sécurité n'est pas suffisante. Donc bonne réponse B. Alors avant de s'insérer, de quitter un stationnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Forcément, il faut s'assurer qu'il y ait personne qui arrive derrière nous. Donc ici, on va pouvoir regarder dans le rétro forcément et on aperçoit un véhicule qui arrive derrière nous. Donc on ne va pas s'engager tout de suite. Donc du coup, comme on ne s'engage pas immédiatement, on n'allume pas immédiatement le clignotant. Pourquoi? Parce que si jamais j'allume mon clignotant, qu'est-ce que peut penser cet usager? Il peut penser que je ne l'ai pas vu et que je risque de m'engager tout de suite. Donc je risque de lui faire peur. Donc pour éviter ça, je n'allume pas le clignotant. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt. Je l'allumerai uniquement quand je pourrai m'engager. Donc tout de suite, je ne mets pas le clignotant. Je dois contrôler l'angle mort avant de m'engager. Donc oui, le contrôle du rétro, vous voyez, on voit juste ce qui se passe au loin, donc derrière nous. Mais on va pas savoir ce qui se passe juste à côté de nous. On sait jamais, là on peut avoir un cycliste au même moment qui est juste à côté de nous, dans le coin du rétro. Donc oui, il faut contrôler le rétro, plus en tournant la tête, l'angle mort, pour voir juste à côté de nous ce qu'il se passe. Donc bonne réponse, B et C. Alors les parcs relais, donc à quoi ça sert? C'est des parkings pour justement garer notre véhicule et accéder au centre-ville avec l'aide des transports en commun. Donc les bus, les tramways, les métros, etc.
Donc ils sont forcément situés en périphérie des villes, c'est-à-dire en dehors des villes, justement pour accéder ensuite en centre-ville, mais sans prendre sa voiture. Donc ils ne sont pas situés en centre-ville. Donc bonne réponse B. Alors lorsque nous sommes en panne dans un tunnel, donc forcément il faut s'arrêter, on n'a pas le choix. Donc bien sûr on va allumer les feux de détresse pour prévenir ceux qui arrivent derrière nous et même éventuellement ceux qui arrivent en face qu'on est arrêté, qu'on est en panne. Donc oui, on allume les feux de détresse. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors je vous rappelle, une issue de secours, à quoi ça sert? Ça sert à sortir du tunnel. Donc quel est l'intérêt de sortir du tunnel? Donc en cas de panne, il n'y a pas trop d'intérêt. Justement, il faut attendre le dépanneur pour qu'il vienne nous dépanner. Il va falloir être là. Donc ça sert à rien de sortir du tunnel et d'aller beaucoup plus loin. Donc on utilise une issue de secours lorsqu'il y a un incendie dans le tunnel. Là, quand il y a un incendie, forcément, là, il faut sortir du tunnel. Donc, on va plutôt rejoindre une niche de sécurité. Qu'est-ce que c'est une niche de sécurité? C'est une petite pièce qui va nous servir à nous protéger de la circulation dans le tunnel. Parce que vous voyez, les trottoirs sont pas très larges. C'est assez dangereux de rester sur un petit trottoir comme ça avec la circulation dans un tunnel. Donc au moins dans la petite pièce, dans la niche de sécurité, justement on va être en sécurité par rapport à la circulation. Et dans cette niche de sécurité, on va trouver un poste d'appel d'urgence. Donc justement pour éventuellement appeler un dépanneur. Donc on va pas appeler justement un dépanneur depuis son téléphone portable. Donc déjà parce que les téléphones portables ne passent pas dans les tunnels. Mais aussi avec le poste d'appel d'urgence, au moins ils vont nous situer. Ils vont savoir précisément où on est. Donc j'allume les feux de détresse et on rejoint une niche de sécurité. Donc bonne réponse A et C. Donc ici nous sommes soit sur une autoroute ou soit sur une voie rapide. On est en sens unique, comme on le sait grâce à cette ligne blanche continue sur la gauche. À partir qu'on a une ligne blanche continue sur la gauche, on est forcément en sens unique. Donc même si on voit pas ce qui se passe, bien sûr il n'y a pas de danger de continuer le dépassement, la ligne me l'autorise. Mais ce qu'il faut aussi avant de changer de voie, c'est vérifier qu'il n'y ait personne derrière nous sur cette voie à gauche. Comment on peut le vérifier? Grâce au rétroviseur, forcément. Donc dans le rétroviseur intérieur, on peut voir qu'on a un camion jaune qui nous suit, il est derrière nous, mais on a cette petite voiture bleue qui est en train de dépasser ce camion jaune. Et comme ce véhicule est en train de dépasser, forcément il va rouler plus vite que nous qui circulons dans la voie la plus à droite. Donc comme ce véhicule arrive, pour l'instant je ne peux pas passer dans la voie de gauche et justement suivre cette moto qui dépasse. Par contre, il n'y aurait pas eu ce véhicule bleu, j'aurais pu me positionner dans la voie de gauche. Mais à cause du véhicule, je ne suis pas cette moto. Donc bonne réponse B. Alors la règle par rapport aux piétons, s'ils veulent traverser, donc déjà s'ils sont engagés sur la chaussée, donc ils sont prioritaires. Alors je vous rappelle qu'il y ait un passage pour piétons ou pas, ils sont prioritaires. Dès qu'un piéton est engagé sur la chaussée, forcément il faut le laisser passer. Donc voilà, soit le piéton est déjà engagé, ou alors il n'est pas encore engagé, mais il manifeste clairement son intention de s'engager. Alors est-ce que ces piétons ont l'air de vouloir traverser? Ils sont en train de nous regarder et ils sont en train d'avancer justement vers ce passage protégé, ce passage pour piétons. Donc là on peut dire qu'ils manifestent clairement leur intention de s'engager, donc ils sont bien sûr prioritaires, je dois les laisser passer. Donc bonne réponse A. Alors sur les lieux d'un accident, donc bien sûr il va falloir appeler les secours, les contacter. Donc quelle information on doit donner? Donc forcément les lieux de l'accident. Alors mon adresse, donc ça il n'y a pas à donner, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'utilité au secours d'avoir notre adresse. Par contre notre numéro de téléphone, donc oui ça faut le donner.
Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a raccroché, ça se trouve, que ce soit nous ou les secours, ont pu oublier une information. Donc c'est pour qu'ils puissent nous rappeler au cas où s'ils auraient besoin. Parce qu'on pense toujours pas, mais des fois on peut appeler en appel masqué, et forcément là les secours ne peuvent pas avoir automatiquement notre numéro de téléphone. Donc bien fournir bien sûr notre numéro de téléphone pour si jamais ils ont besoin de nous recontacter. Et aussi bien sûr le nombre de victimes. Donc pour savoir quels moyens les secours doivent amener, donc forcément pour secourir. Forcément ils vont pas déployer les mêmes moyens pour juste une victime que si par exemple on a une dizaine de victimes. Donc dans la réponse il va falloir mettre le numéro de téléphone et le nombre de victimes. Donc bonne réponse B et C. Alors la circulation interfile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les motards circulent entre les fils des véhicules normaux, par exemple les voitures. Alors dans certains départements, donc ça c'est autorisé. Par contre, voilà, dans toute la France, ce n'est pas forcément autorisé. Il y a juste que dans certains départements, comme par exemple la région de l'Île-de-France. Là, c'est autorisé. Mais dans d'autres départements, c'est pas forcément autorisé. Alors, est-ce que c'est parce que ce n'est pas autorisé que le risque n'existe pas? Forcément, non. Donc, bien sûr, le risque existe dans tous les départements. Même si les motards n'ont pas le droit de faire ça, le risque existe quand même. Donc même si on se trouve dans un département où ils n'ont pas le droit, il faut quand même surveiller les rétros au cas où justement qu'il y a un motard qui passerait en interfile. Donc le risque existe dans tous les départements. Donc réponse B. Alors si nous avons un feu tricolore temporaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas là tout le long de l'année. Donc c'est juste pour une certaine durée, donc forcément quand il y a des travaux. Donc ce feu tricolore, alors on appelle ce feu tricolore temporaire, mais en fait il a que deux couleurs. On a trois feux, mais on a vraiment que deux couleurs. Donc on a le rouge tout en haut, on a l'orange clignotant qui nous dit donc de passer, qui remplace habituellement le feu vert. Alors pourquoi il est orange clignotant? C'est-à-dire qu'on a le droit de passer, mais en faisant attention. Et comme un feu normal, on a un orange fixe au milieu. Donc justement là on est à l'orange fixe au milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est l'orange fixe? Il faut bien sûr s'arrêter. Donc ce conducteur n'a pas raison de s'engager. Il aurait dû s'arrêter puisque il va bientôt passer à l'orange. Même si lorsqu'il passe, le feu est toujours à l'orange, il n'est pas au rouge, mais à l'orange on doit s'arrêter si on peut s'arrêter en sécurité. Donc le conducteur a raison de s'engager? Non, il aurait dû s'arrêter. À l'orange, on s'arrête. Réponse B. Donc ça, je pense tout le monde le sait. Donc est-ce qu'on prend le volant quand on a consommé de l'alcool? Donc non. Surtout en plus pour les jeunes conducteurs, même si on prend que un verre d'alcool, on risque déjà d'atteindre et de dépasser le taux légal. Je vous rappelle, pour un jeune conducteur, il ne doit pas atteindre 0,20 dans le sang, ce qui correspond à un verre d'alcool dose barre. Donc pour les jeunes conducteurs, c'est 0 alcool. Donc ce conducteur doit renoncer à accompagner ses amis, donc bien sûr oui s'il a consommé de l'alcool, et forcément oui aussi s'il a consommé du cannabis. Donc bonne réponse A et C. Donc les amortisseurs, c'est cette pièce-là, donc pour simplifier c'est une sorte de ressort qui sert donc surtout à que la roue soit toujours, surtout le pneu, soit toujours en contact avec la route, avec le sol. C'est-à-dire s'il y a une bosse, il ne faut pas que le pneu décolle, entre guillemets. Il faut toujours qu'il soit en contact
avec le sol et forcément donc une meilleure tenue de route. Donc si les amortisseurs sont usés, est-ce que ça influe sur la stabilité du véhicule? Donc oui, bien sûr. Et est-ce que ça allonge les distances de freinage? Oui, si. Comme je viens de vous dire, si le pneu n'est pas en contact avec le sol, on a beau freiner, forcément ça va rien faire. Donc c'est pour ça, si les amortisseurs ne sont pas usés, on aura une bonne distance, une meilleure distance de freinage que si forcément la roue, par exemple, décolle sur des bosses. Donc oui, dans les deux cas, bonne réponse A et C. Donc le régulateur de vitesse, donc je vous rappelle qu'est-ce que c'est on programme une vitesse, une allure, et le véhicule va tout seul rouler à l'allure indiquée. Par exemple, on pourrait mettre 80 km/h. Alors, par contre, on a des régulateurs adaptatifs, c'est-à-dire qui vont détecter le véhicule qui se trouve en face de nous et toujours garder une bonne distance de sécurité, toujours 2 secondes. Du coup, forcément, ça va agir si on arrive plus vite que le véhicule qui est devant nous, ce qu'on appelle le véhicule précédent. Donc forcément, ça va automatiquement baisser l'allure du véhicule pour garder cette distance de sécurité, ce qu'on peut appeler aussi une distance de suivi. Donc oui, ça garde automatiquement cette distance de suivi. Donc oui, réponse A. Alors dans les grandes agglomérations, donc bien sûr on a souvent des embouteillages aux heures de pointe. Et dans ces cas-là, forcément les transports en commun permettent de se déplacer plus rapidement. Regardez, les véhicules, les automobilistes, même les motos sont bouchés, alors que par exemple, la voie réservée aux bus, aux transports en commun, est elle libre. Donc forcément un bus ira beaucoup plus vite que les usagers qui sont dans l'embouteillage. Donc oui, on peut se déplacer plus rapidement lors des grands embouteillages. Donc oui, réponse A. Alors lorsqu'on conduit, donc il faut tenir compte forcément de tous les indices qu'on voit autour de nous et surtout les indices qui sont mobiles, qui bougent, forcément parce que ça peut changer de trajectoire, de comportement. Forcément les objets fixes, ça reste fixe, ça va pas nous surprendre. Donc ici sur cette image, qu'est-ce qui est mobile, qu'est-ce qui bouge? Forcément donc c'est le véhicule qu'on suit. Donc pourquoi il faut y faire attention? Parce que si tout d'un coup il se met à freiner, il va falloir qu'on freine aussi à notre tour. Mais aussi bien sûr les piétons. Donc ces piétons, donc pour l'instant ils prennent cette direction, mais tout d'un coup ils peuvent changer de direction et se mettre à traverser ici. Donc bien sûr je tiens compte des indices dans les deux zones. Donc A et B, et forcément comme il y a un danger potentiel, comme je viens de vous dire, le véhicule là peut tout d'un coup freiner, ces piétons peuvent tout d'un coup changer de direction, donc je ne vais pas maintenir mon allure, je vais ralentir pour être plus prudent. Donc bonne réponse A, B et D. Alors le vélo, on peut l'installer donc à peu près où on veut, que ce soit sur le toit de la voiture ou même comme ici derrière. Par contre, si on l'installe derrière, il faut veiller à deux choses. Première chose, que la plaque d'immatriculation soit bien lisible, c'est une obligation, ainsi que les feux doivent être aussi bien visibles, forcément si jamais on freine, on met un clignotant, etc. Donc là, ce qui n'est pas le cas, le vélo masque la plaque d'immatriculation ainsi que les feux. Donc cet automobiliste devrait rajouter une plaque ainsi qu'avec des feux. Donc ce vélo donc, même s'il est très bien attaché, voilà, l'installation n'est pas terminée. Il faut rajouter une plaque et des feux. Donc correctement installé, donc non. Réponse B. Alors ici on a une limitation de vitesse à 30 km/h. Alors attention, il ne faut pas confondre ce panneau, juste une simple limitation de vitesse à 30 km/h, avec un panneau de zone. Je vous rappelle, le panneau zone, c'est le panneau carré. Donc la différence, c'est que cette limitation s'applique uniquement dans cette rue, jusqu'à qu'on ait le panneau fin de limitation à 30. Donc qu'on tourne à gauche
ou qu'on tourne à droite, cette limitation donc, ne s'applique pas dans les autres rues. Donc forcément là je vais être limité à 30, et si jamais après je tourne dans cette rue à droite, sauf indication contraire, ma vitesse sera de nouveau limitée à 50 km/h, la vitesse normale en ville. Donc voilà, faut pas confondre les deux. Donc là, si je tourne dans la rue à droite, je serai de nouveau limité à 50, puisque ce panneau s'applique uniquement pour cette rue. Donc non, je ne serai pas limité à 30 si je prends la rue à droite. Par contre, donc, cette limitation de vitesse s'applique à tout le monde. Donc aux automobilistes et aux cyclomotoristes. Donc je vous rappelle, les cyclomotoristes, c'est ceux qui conduisent donc les cyclos, donc par exemple les scooters, les 50 cm3. Donc ça s'applique forcément à tout le monde. Donc bonne réponse, B, C et D. Alors ici nous arrivons dans une rue où on a des piétons de chaque côté, donc un piéton sur la droite et un groupe de piétons sur la gauche. Alors ici donc comment on va faire? Donc est-ce qu'on va chevaucher la ligne, rester au centre de sa voie ou bien serrer à droite? Donc serrer à droite, donc non, puisque ce piéton, même s'il n'est pas sur la chaussée, vous voyez, il est très proche de la fin du trottoir. Donc il faut vraiment se laisser un espace de sécurité. Donc je vous rappelle, en ville, il faut laisser au minimum 1 mètre. Donc on ne va pas serrer le trottoir. Rester au centre de sa voie, si je reste au centre de ma voie, justement, je ne vais pas laisser l'écart qu'il faut. Donc là, je vais plutôt rester à peu près où on est pour l'instant, en chevauchant tranquillement la ligne. Donc là, même si je chevauche un petit peu, je ne vais pas non plus passer trop proche des piétons qui se trouvent sur la gauche. Donc là, l'idéal, c'est de chevaucher légèrement la ligne pour passer loin du piéton à droite et loin des piétons à gauche. Et là, il n'y a pas de danger de chevaucher la ligne puisqu'aucun véhicule arrive en face. Donc la meilleure solution ici, c'est de chevaucher la ligne centrale. Réponse A. Alors pour calculer la distance de sécurité, donc je vous rappelle un calcul rapide. On va prendre le chiffre des dizaines de la vitesse et on va le multiplier par 3. Donc 3 fois 5, ça nous fait 15. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la distance qu'on parcourt pendant 1 seconde. Par contre, la distance sécurité, c'est 2 secondes. Donc ce nombre va falloir multiplier par 2. Donc 15 fois 2, ça nous donne 30. Donc à 50 km/h, il nous faut une distance de sécurité de 30 mètres. Donc déjà, il fallait savoir faire ce petit calcul. Ensuite, sur la photo, repérer la distance qu'on a. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que entre chaque petit trait ici, qu'on a un très grand espace, on a un intervalle de 10 mètres. Donc là, si on compte, on a 2 intervalles. Donc là, on a une distance entre le véhicule, ce camion, de 20 mètres environ. Donc forcément, à 50 km/h, on n'a pas une bonne distance de sécurité. Il nous manquerait encore une bonne dizaine de mètres. Donc forcément, comme la distance sécurité n'est pas suffisante à 50, elle ne sera pas non plus suffisante à 80 km/h, puisque je vous rappelle, plus on roule vite, plus la distance doit être longue, puisqu'on parcourt plus de distance en 2 secondes. Donc bonne réponse, B et D. Donc ici nous sommes sur une chaussée à sens unique. Comment on le peut savoir? Donc on a 2 indices ici. Donc déjà toujours l'indice le plus important entre guillemets, c'est cette ligne blanche continue sur notre gauche. Je vous rappelle, donc si elle est continue, on est forcément en sens unique. Et on a des panneaux de chaque côté. Si on a des panneaux de chaque côté, ça veut dire qu'on est en sens unique. Donc sur les chaussées à sens unique, la vitesse est au minimum limitée à 110 km/h. Là on parle pour les conducteurs confirmés. Et éventuellement, si on est sur une autoroute, ce sera 130 km/h. 90 km/h, c'est ou 80, c'est pour les chaussées, donc à double sens de circulation. Donc là, comme on est en sens unique, donc la vitesse, on va parler pour les conducteurs confirmés, elle sera
au minimum, sauf indication contraire, limité à 110 km/h. Donc là par contre on a une indication contraire, ici on nous précise que c'est limité à 90 km/h, donc sûrement pour ce virage dangereux. Donc au lieu de 110 km/h, pour les conducteurs confirmés, ça va bien être à 90 km/h. Donc réponse A. Donc pour les jeunes conducteurs, les conducteurs novices, donc au lieu que ce soit normalement 110, je vous rappelle, les jeunes conducteurs, c'est limité, c'est rabaissé à 100 km/h. Donc la vitesse est déjà rabaissée. Donc si on a une limitation qui est encore en dessous, la limitation va s'appliquer pour tout le monde. Comme par exemple, donc sur les routes normales, si on a une limitation à 70 km/h, c'est 70 pour tout le monde, pour les conducteurs confirmés, ainsi que les conducteurs novices. D'accord ? Donc on a une vitesse rabaissée, c'est pour tout le monde. Hein. C'est vraiment les limitations de vitesse quand elles sont très élevées, les limitations normales, où là les conducteurs novices ont une vitesse rabaissée. Hein. Donc la loi, je enlève 10 km/h en dessous, ça c'est pas bon. Faut pas appliquer cette loi partout pour les conducteurs novices. Donc là, même les conducteurs novices seront limités aussi à 90 km/h. Une fois qu'on n'aura plus de limitation à 90, les conducteurs novices, ça repassera à 100 km/h si c'est une route, si c'est une voie rapide, et si c'est une autoroute, ce sera limité à 110 km/h pour les jeunes conducteurs. Donc bonne réponse A et C.